Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série de vidéos. Une série de vidéos qui va porter sur la métallurgie, plus particulièrement la métallurgie des métaux ferreux. Dans cette série de vidéos, on va également présenter les notions de vitesse de coupe et de vitesse d'avance. On va également parler de la formation des copeaux et comment obtenir une excellente action de coupe. On va parler également des traitements thermiques et, ultimement, comment reconnaître les différents alliages d'acier. On peut commencer par se poser la question, c'est quoi de l'acier au juste? De l'acier, à sa plus simple expression, est un alliage de fer et de carbone. Beaucoup de fer et un petit peu de carbone. On parle ici entre 0,1 et 0,8% de carbone. Mais ce n'est pas tout ce qu'on a de besoin pour que ça s'appelle de l'acier. Pour devenir de l'acier, l'alliage fer-carbone doit être travaillé mécaniquement pour lui donner sa forme de base. Donc on parle ici de laminage, on parle ici de forgeage ou de trifilage. Cette action de mise en forme mécanique confère à l'acier ses propriétés. Les métaux ferreux peuvent être divisés en deux grands groupes. Le premier groupe serait les fontes et le deuxième groupe serait les aciers. Mais la famille des fontes peut être subdivisée en trois genres de fontes séparées, soit les fontes grises, les fontes blanches et les fontes malléables. Les aciers, eux, peuvent être divisés en deux grandes familles. Les aciers au carbone et les aciers alliés. Les aciers au carbone contiennent trois genres d'acier. Les aciers à bas, moyen et haut niveau de carbone. Les aciers alliés, par contre, ont une multitude de formes différentes, presque illimitées. On peut même dire qu'on peut faire produire un acier spécifique pour la tâche ou la pièce qu'on veut compléter. Pour la simplicité, puisque les aciers alliés forment une famille si vaste, je ne vais que présenter deux groupes d'aciers alliés et un acier allié spécifique. On va parler de deux regroupements d'acier, soit les aciers inoxydables et les aciers à outils, qui sont des regroupements d'acier fondés sur leur performance, et d'un alliage spécifique. Dans notre cas, on va parler du SAE 4140, qui est un acier allié à moyen niveau de carbone, conçu spécifiquement pour être trempé facilement. Vous vous demandez sans doute pourquoi je sépare les aciers en deux, les aciers au carbone et les aciers alliés, alors qu'il y a quelques instants, je mentionnais que pour avoir de l'acier, on devait avoir un mélange de fer et de carbone. Il est important de noter que tous les aciers contiennent du fer et du carbone. La différence entre nos deux familles est que les aciers au carbone ne contiennent que du fer et du carbone, alors que les aciers alliés contiennent du fer, du carbone et d'autres éléments. Alors, commençons notre regard un peu plus détaillé avec la famille des fontes. Les fontes qui sont des métaux ferreux qui ne sont pas du tout des aciers. Ils ne sont pas des aciers pour deux raisons. Première raison, ils contiennent du fer et du carbone, mais beaucoup trop de carbone. Deuxième raison, ils sont coulés en moule et non forgés ou laminés pour leur donner leur forme. Donc ils ne sont pas des aciers. Ils ne peuvent pas être forgés ou laminés ou trifilés, puisque leur très haut niveau de carbone fait en sorte qu'ils ne sont à peu près pas ductiles et malléables. Bon, regardons notre fonte grise. Si on prend un mélange de fer et de carbone et dans son état liquide, on le coule à l'intérieur d'un moule qui va le refroidir lentement, on parle ici d'un moule, généralement un moule en sable, mais on va obtenir ce qu'on appelle de la fonte grise.
La fonte grise est la moins dispendieuse des métaux ferreux. Elle est facilement mise en forme par coulage en moule de sable. C'est ce coulage de métal liquide en moule de sable qui lui confère sa couleur grise et son apparence rugueuse et écaillée. La fonte grise est très résistante en compression. Elle est également utilisée souvent comme surface anti-friction, puisqu'elle contient une énorme quantité de carbone libre qui agit comme lubrifiant solide. C'est pourquoi on la retrouve si souvent sous forme de cylindre dans lequel vont glisser des pistons. La fonte grise s'usine facilement et ces copeaux ont la forme d'une poudre noirâtre presque sablonneux. On ne doit jamais utiliser de liquide refroidissant ou de lubrifiant lorsqu'on usine la fonte grise. Sur le côté négatif, la fonte grise est excessivement friable. Elle n'est absolument pas résistante au choc et ne peut être déformée d'aucune façon. Bon, notre fonte blanche, elle est chimiquement identique à notre fonte grise, mais elle est moléculairement très différente. Pour produire de la fonte blanche, il faut couler le mélange fer-carbone dans un moule en céramique qui va le refroidir rapidement. Ce refroidissement rapide produit une structure moléculaire martensitique qui est excessivement dure. La fonte blanche est plus résistante au choc et à l'attraction que la fonte grise, mais c'est réellement sa dureté que l'on recherche lorsqu'on la choisit comme matériel pour fabriquer une pièce. La fonte blanche n'est pas facilement usinable. Le découpage par jet liquide, le découpage au laser et la rectification sont à peu près les seules méthodes utilisables pour changer sa forme. Un exemple de l'utilisation de la fonte blanche serait les dents d'une broyeuse de roche pour produire du concassé. La fonte malléable, elle, est le résultat d'un recuit pratiqué sur une pièce de fonte blanche. Ce recuit en profondeur élimine la dureté de la fonte blanche et élimine également les contraintes, ce qui rend la fonte malléable plus résistante à l'attraction que toutes les autres fontes. On retrouve la fonte malléable utilisée dans des applications telles que des raccords et des coudes pour les tuyauteries d'acier en plomberie, puisqu'on veut un métal qui s'usine, donc qui peut être fileté et qui va résister au mouvement des tuyaux en traction. Une dernière petite pensée concernant les fontes. Les fontes sont d'excellents matériaux et ils ont un grand nombre d'applications où ce matériel peut réellement exceller. Mais trop souvent, les manufacturiers utilisent la fonte simplement parce qu'elle est peu dispendieuse. Et ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, regardons le côté acier de notre grande famille des métaux ferreux. Première chose qu'on remarque, c'est que j'ai divisé les aciers en deux grands groupes, soit les aciers ordinaires ou les aciers au carbone et les aciers alliés. Les aciers au carbone constituent la famille d'acier la moins dispendieuse. Elle est divisée en trois groupes, soit les aciers à bas, moyen et haut niveau de carbone. Ces aciers sont divisés en bas, moyen et haut niveau de carbone, puisque le niveau de carbone affecte l'utilité de l'acier. Un acier à bas niveau de carbone ne peut pas être trempé. On l'utilise tel qu'il est. Il est par contre très malléable et s'usine facilement. Un acier à moyen niveau de carbone peut être trempé, donc durci, à un niveau intermédiaire ou, si on aime mieux, moyennement dur. Un acier à haut niveau de carbone n'est pas malléable du tout, mais peut être trempé à un très haut niveau de dureté. Les aciers à bas niveau de carbone sont surtout utilisés pour des applications structurelles, tandis que les aciers à moyen niveau de carbone sont utilisés lorsqu'une bonne résistance au choc et une bonne résistance à l'usure est requise.
Les aciers à haut niveau de carbone sont généralement réservés pour des applications d'outils de coupe de basse qualité. L'acier à bas niveau de carbone est disponible en forme de barres d'acier structurelles, soit des barres en forme de H ou de I et ainsi de suite. Ils sont également disponibles en barres d'acier tout court, soit des barres rondes, carrées, hexagonales et ainsi de suite, soit sous forme d'acier laminé à chaud ou acier laminé à froid. Ils sont également disponibles sous forme de plaques et de tôles. Les tôles sont presque invariablement acier laminé à froid. Les aciers à moyen niveau de carbone, par contre, sont disponibles sous forme de barres ou de plaques, soit laminés à chaud ou laminés à froid. Les barres à haut niveau de carbone ne sont que disponibles généralement sous forme d'acier laminé à chaud. Il est important de noter que la famille des aciers ordinaires ou les aciers au carbone ne peuvent pas tous être trempés. Le bas niveau de carbone ne contient tout simplement pas assez de carbone pour être trempé ou, si on aime mieux, pour être durci. Par contre, le moyen niveau de carbone et le haut niveau de carbone, eux, peuvent être trempés et durcis. Mais il est important de savoir qu'ils ne sont trempables que dans l'eau et que la pénétration de la trempe sur ces aciers de basse qualité n'est pas très bonne. Et maintenant pour le groupe des aciers qui me donne le plus de crampes, en tout cas en ce qui a trait aux explications, puisque c'est un groupe excessivement vaste. Tous les éléments alliables à l'acier font en sorte que les mélanges sont presque infinis. Pour simplifier la présentation et pour la rendre le plus comprenable possible, je n'ai choisi que 3 groupes d'aciers alliés distincts, soit les aciers inoxydables, les aciers à outils et d'un alliage spécifique d'acier, soit un SAE 4140, qui est un acier allié à moyen niveau de carbone spécifiquement conçu pour le traitement thermique. Là, les 2 premiers groupes d'aciers dans les aciers alliés qu'on regarde, soit les aciers inoxydables et les aciers à outils, sont des classifications de performance. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que c'est ce que ces aciers-là peuvent faire qui les classifie comme étant soit des aciers à outils ou des aciers inoxydables, et pas nécessairement les éléments d'alliage qu'ils contiennent. En général, on peut dire que les aciers inoxydables contiennent du fer, du carbone, du chrome et du nickel. Ils sont considérés comme étant des aciers inoxydables puisqu'ils résistent très bien à l'oxydation et à la corrosion. Autrement dit, les aciers inoxydables ne rouillent pas facilement. Il est par contre important de noter que plusieurs des aciers inoxydables ne se coupent qu'avec difficulté et qu'un bon nombre d'aciers inoxydables ne sont pas attirés par un aimant. Maintenant, les aciers alliés qu'on classifie comme aciers à outils sont souvent appelés des aciers rapides. Ils sont des alliages de fer et de carbone et ou avec du tungstène et avec du molybdène. Ces éléments d'alliage augmentent la trempabilité et produisent un acier qui peut être excessivement dur, très résistant à l'usure, très résistant au choc et qui a une bonne tenue à chaud. Ça veut dire qu'il garde ses propriétés même à des températures élevées. C'est pour cette raison que ces aciers sont classifiés comme des aciers à outils. Le 3e acier que j'ai choisi est un acier allié à moyen niveau de carbone. Cet acier ne fait pas partie d'une grande famille ou n'est pas différente de bien d'autres alliages d'acier. J'aurais pu choisir n'importe lequel, mais je veux faire la démonstration qu'on peut ajuster les propriétés d'un acier ordinaire au carbone pour avoir des propriétés très spécifiques. Donc on peut améliorer certaines parties d'un acier ordinaire
en le rendant acier allié spécifique. Dans ce cas-ci, mon acier à moyen niveau de carbone allié va être allié pour augmenter ou améliorer sa trempabilité. Tel que mentionné au préalable, on peut tremper des aciers à moyen niveau de carbone ordinaire et obtenir des métaux qui sont durs et résistants au choc, mais que la pénétration de la trempe n'était pas très bonne et que ça prend un énorme choc thermique. Donc on devait le tremper dans de l'eau. Ce trempage dans l'eau augmente le choc thermique et risque de craquer ou déformer une pièce complexe. Maintenant, l'acier allié à moyen niveau de carbone que j'ai choisi comme exemple est un SAE 4140. 4140, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est relativement simple. Les deux premiers nombres d'une série de 4 nombres qui désignent un type d'acier. En Amérique du Nord, bien, ces deux premiers nombres indiquent l'alliage spécifique de l'acier. Dans notre cas, 4140, donc 41, c'est un acier au chrome, nickel et molybdène. On sait que nos deux premiers chiffres représentent un alliage spécifique, mais que représentent les deux derniers chiffres d'une série de 4 chiffres qui désignent un acier? Bien, les deux derniers représentent le pourcentage de carbone en centièmes de pourcent. Donc, pour notre acier à moyen niveau de carbone allié 4140, on sait que le 41 représente chrome, nickel, molybdène, et que le 40 à la fin représente 0,4% de carbone présent dans cet acier. Là, ceci veut dire que cet acier est un acier à moyen niveau de carbone et qu'il peut être trempé et durci. Bon, mais quel est l'avantage de choisir cet acier comparativement à un acier moins dispendieux, ordinaire, tel qu'un 1040? Bon, mais le 10 dans 1040, là, les deux premiers numéros représentent le fait qu'il n'y a aucun élément d'alliage autre que le fer et le carbone. Donc, on a du 4140 et du 1040. Les deux aciers contiennent 0,4% de carbone et lorsque trempés, seront à peu près de la même dureté. Alors, quel est l'avantage de payer plus cher pour un acier allié? Mais dans ce cas-ci, l'avantage, c'est que notre acier allié 4140 requiert un choc thermique phénoménalement moins grand que notre acier 1040. Ça veut dire qu'on peut tremper notre acier allié 4140 dans un bassin d'huile plutôt que de le tremper dans un bassin d'eau, comme c'est le cas avec le 1040. Ça veut dire moins de choc thermique, moins de déformation et moins de possibilités de craquage. Ça veut également dire une meilleure profondeur de trempe. Bon, ce sont des avantages majeurs qui peuvent facilement nous pousser à choisir un acier allié plus dispendieux. Ceci est une alerte sécuritaire. Tremper des pièces d'acier dans de l'huile est excessivement dangereux. N'utilisez jamais autre chose qu'une huile spécifiquement conçue pour la trempe des aciers. L'huile de trempe est conçue pour avoir une température d'ignition plus élevée que la température de sa flamme naturelle. Ce qui veut dire que si un feu est provoqué sur le dessus d'un contenant d'huile de trempe, elle va s'éteindre d'elle-même. Si vous vous entêtez à utiliser de l'huile normale pour effectuer des trempes de pièces d'acier, vous allez très certainement provoquer un incendie et fort probablement une explosion. En second lieu, il serait important de prendre le temps de visionner la vidéo sur les traitements thermiques, en portant particulièrement attention à la section concernant la trempe des aciers. Parce que même si on utilise une huile de trempe, tremper de l'acier dans de l'huile reste une opération dangereuse. Ceci est excessivement important. Il y a une multitude de types et de genres d'acier alliés. Alors ma meilleure suggestion serait d'aller discuter avec votre fournisseur local d'acier pour découvrir quel serait le meilleur type d'alliage pour le travail que vous avez à compléter.
J'espère que rendu à ce point-ci du premier vidéo de cette série de vidéos sur les métals ferreux, vous commencez à comprendre que les métaux ferreux, les aciers et les fontes, c'est un petit peu plus compliqué que juste du fer. On a plusieurs questions à se poser avant de pouvoir commencer à usiner. Est-ce que le métal que j'ai, est-ce que c'est une fonte ou est-ce que c'est un acier? Si c'est une fonte, est-ce que c'est une fonte grise, blanche ou malléable? Si c'est un acier, est-ce que c'est un acier à haut, moyen ou bas niveau de carbone? Si c'est un acier à moyen ou à haut niveau de carbone, est-ce qu'il a été trempé et durci? Si c'est le cas, comment dur est-il? Il nous faut les réponses à ces questions avant d'installer une pièce sur un tour ou sur une fraiseuse et de commencer à couper, puisque ça pourrait nous mener à un accident qui pourrait nous blesser ou encore nous coûter un bon outil de coupe. Alors, avant de commencer à couper, je vous invite à regarder les 3 prochaines vidéos de cette série de vidéos. La deuxième vidéo porte sur différencier les différents types d'acier. Comment reconnaître chez soi, à l'aide de petits trucs, un acier d'un autre. La troisième vidéo porte sur les traitements thermiques, donc comment effectuer une trempe, un recuit, un revenu sur des métaux ferreux. Notre quatrième vidéo portera sur la formation de copeaux et le calcul des vitesses de rotation et des vitesses d'avance. Alors, restez attentifs. Je sais que ces vidéos sont beaucoup plus théoriques que ceux que j'ai l'habitude de produire pour des opérations pratiques en atelier. Mais ces sujets sont importants à connaître. Bien souvent, des connaissances dans ces domaines plutôt théoriques, mais ces connaissances peuvent faire la différence entre bien réussir un projet ou détruire une pièce. Alors, bon apprentissage!